Nous sommes devant le tableau du Pont-Neuf. Celui-ci se trouve à Paris. L'œuvre est réalisée au milieu du XVIIe siècle, à la même époque que Molière. À cette époque-là, le Pont-Neuf est le royaume du commerce. C'est le moment où Paris s'embellit et se répand un peu partout dans le monde. Sur le Pont-Neuf, on peut y trouver toutes sortes d'échoppes, tenues principalement par des médecins ambulants, des arracheurs de dents et des charlatans apothicaires qui se prétendent pharmaciens. Ceux-ci vendaient des panacées, c'est-à-dire des produits qui sont réputés guérissants contre toutes les maladies. Pour attirer les acheteurs, les troubadours embauchent des saltimbanques de rue qui font des acrobaties en public. Il y a parfois même de véritables acteurs. Les gens assistent donc à de véritables représentations à la gloire des médications miraculeuses. Le Pont-Neuf est un des lieux les plus importants de la vie de Molière. Le petit Jean-Baptiste y va souvent avec son grand-père. Mais que vont-ils faire là-bas? En fait, le petit-fils et le grand-père ont un lien d'amitié très fort, grâce à leur passion commune, le théâtre. Quand ils s'y rendent, c'est pour assister aux représentations des acteurs pour mettre en avant les produits soi-disant miraculeux que vendent les arnaqueurs. Il va parfois à l'hôtel de Bourgogne, accompagné évidemment par son grand-père. Cet hôtel, c'était le vrai théâtre, dans lequel se jouaient de nombreuses tragédies, tragicomédies et farces. Ces endroits vont lui donner goût au théâtre. Ses jours et ses temps libres passés sur le Pont-Neuf restent ses meilleurs souvenirs d'enfance. Il y trouve sa source d'inspiration. À l'époque de Molière, on joue beaucoup dehors, ce qui nous rend très dépendants du temps. La salle de jeu de paume peut être transformée en théâtre très facilement. Il suffit d'enlever le filet. Ici, nous nous trouvons devant la représentation d'une gravure d'une salle de jeu de paume. En 1643, il n'existe à Paris qu'une seule véritable salle de théâtre, l'Hôtel de Bourgogne, qui est réservée à la troupe des comédiens du roi, surnommés les grands comédiens. Les autres troupes parisiennes jouent dans les salles de jeu de paume qui, en quelque sorte, sont l'ancêtre de nos terrains de tennis. Le 30 juin 1643, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, s'associe avec Madeleine Béjart et 7 autres comédiens pour fonder l'illustre théâtre. La troupe de l'Illustre Théâtre loue donc une salle de jeu de paume où elle s'installe et donne en 1644 ses premières représentations. Désormais, Jean-Baptiste Poquelin se fait appeler Molière. Le jeu de paume, inventé en France au XIIIe siècle, est l'ancêtre du tennis ou du squash. Il se pratiquait en plein air ou en salle avec une balle qui s'appelait esteuf. À l'origine, les joueurs tapaient dans la balle avec la paume de leurs mains, d'où ce nom, et puis à partir du XVIe siècle, on utilisa des raquettes. Les débuts de l'illustre théâtre sont encourageants. Malgré cela, la troupe a des difficultés financières et Molière est obligé d'emprunter de l'argent qu'il ne pouvait pas à rembourser. En 1645, son père intervint pour le libérer car Molière était en prison pour cause de dettes. L'illustre théâtre doit alors définitivement fermer ses portes. En conclusion, la salle de jeu de paume est un très bon compromis pour les acteurs de l'illustre théâtre et tout autre comédien du XVIIe siècle. Au bout de quelques années, Charles aspire à la retraite et décide de confier les rênes de la compagnie à Jean-Baptiste Poquelin. Grâce à cela, on lui découvre un talent de meneur de troupe. Pendant les années qui suivent, Molière va passer d'un protecteur à l'autre, jusqu'en arriver chez le prince de Conti. Cette expérience va ouvrir des portes à Molière et sa troupe, comme pouvoir goûter à la vie de château pendant 3 ans. Par après, Molière devient une bête de scène. Ces 13 années d'expérience l'ont fait passer maître dans l'art du jeu et de l'expression scénique. Suite à ce succès, Molière décide de commencer à rédiger. D'abord, il commence par de petites farces, puis au fur et à mesure, il passe à de grandes comédies. Je vous invite à continuer votre visite. Vous vous trouvez actuellement devant 2 images représentant les 13 années de voyage de Molière. Ce voyage est pour lui une seconde chance pour entrer dans le monde du théâtre, suite à l'échec de l'illustre théâtre qui n'a duré que 3 ans. Si l'on en croit les images qui sont juste devant vous, on pourrait croire que Molière vit ses 13 années de voyage dans la misère, n'est-ce pas? Alors que la vérité est tout autre. Effectivement, celui-ci a été recueilli par Charles Dufresne avec toute sa troupe qu'il considère comme sa propre famille. Charles Dufresne a énormément aidé Molière dans sa carrière, car grâce à lui, il a dû reprendre tout à zéro pour mieux apprendre à gravir les échelons du théâtre. Vous vous trouvez devant la copie de tableau de la Comédie Française. Connaissez-vous la signification de cette œuvre? Après ses 13 années en province, Molière fait son retour à Paris.
Il est directeur d'une troupe de théâtre alors qu'il a 36 ans. Dès son arrivée, la troupe de Molière trouve un puissant protecteur. Vous l'aurez peut-être deviné, ce n'est autre que le père de Louis XIV. Comment la troupe de Molière a-t-elle rencontré Louis XIV? Lors d'une représentation au Louvre, la troupe a pu jouer devant le roi. Le roi, satisfait, permet à Molière et ses comédiens d'emménager à Paris, au théâtre du Petit Bourbon. Malheureusement pour la troupe, ils devaient partager le théâtre avec d'autres comédiens, les comédiens italiens. Ceux-ci étaient spécialisés dans la commedia dell'arte. La commedia dell'arte est une comédie qui laisse beaucoup de place à l'improvisation et à l'expression corporelle, mais il jouait masqué. Une arrivée inattendue change tout, celle de Lagrange. Cela marque un événement dans l'histoire du théâtre. Vous allez sûrement vous demander pourquoi. Car Lagrange a conservé dans un cahier toutes les activités de la troupe. Cela s'appelle le registre de Lagrange. Nous avons pu accéder à ce document et il nous a fourni des renseignements précieux sur la vie d'une troupe de théâtre au XVIIe siècle. À l'automne suivant, la troupe est obligée de quitter la salle du Petit Bourbon. Mais Molière obtient pour ses comédiens le théâtre du Palais Royal. Pour faire le lien avec la pâture, vous pouvez y voir plusieurs artistes. Vous avez sans doute remarqué les arlequins avec leurs tenues colorées. Il y a aussi les comédiens de la commedia dell'arte. Tous ces personnages vous montrent la diversité des artistes à Paris lorsque Molière a fait son grand retour. Vous vous trouvez maintenant devant la gravure du théâtre du Palais Royal. Ce théâtre est celui de Molière, il y joue ses pièces. Savez-vous où se trouve ce théâtre? Ce théâtre est toujours sur pied et se situe en plein Paris. La salle est divisée en 3 parties, la scène, le parterre et les gradins. La scène, là où joue Molière et sa troupe. Les plus riches bourgeois s'installent également sur la scène avec des sièges. Le parterre, là où sont les personnes aisées financièrement. Les gradins, là où sont les personnes les plus pauvres. L'avantage d'avoir son propre théâtre est qu'on peut jouer quand on veut sans dépendre de la météo. Il y a aussi beaucoup de matériel à payer pour pouvoir faire du théâtre. Les bougies, les costumes, un décorateur, des portiers, des ouvreurs de loge. Après être parti 13 ans en province, avec sa troupe, Molière revient à Paris. C'est cette année-là que le roi Louis XIV lui a offert le théâtre. Pour en arriver là, Molière a dû écrire énormément de pièces. Certaines ont été un franc succès, d'autres un gros scandale, comme le Tartuffe. Le roi aime tellement Molière et sa troupe qu'il les nomme troupe du roi. Je vous invite maintenant à passer à la gravure suivante. Vous vous trouvez actuellement devant les comédies les plus importantes de la vie de Molière. Vous vous demandez sûrement avant tout comment cet homme est devenu comédien. Jean-Baptiste Poquelin rencontre, en 1643, la famille Béjart, qui est une famille de comédiens. Il décide dès lors de le devenir également et de fonder l'illustre théâtre. Malheureusement, cela ne va pas durer longtemps, car en effet, en 1645, Molière est emprisonné à cause de ses dettes. Mais revenons-en aux comédies. Molière en a écrit beaucoup qui ont marqué son existence. Par exemple, Le bourgeois gentilhomme, Le misanthrope ou Don Juan. Le Tartuffe, que vous pouvez apercevoir juste à votre gauche, est une pièce qui lui a créé énormément de soucis. L'archevêque de Paris accuse en effet cette pièce de salir l'image de l'Église. Il doit alors retravailler sa pièce et ne pourra la représenter officiellement que 5 ans plus tard, à la mort d'Anne d'Autriche, mère de Louis XIV. L'École des femmes reste sa pièce la plus connue, dans laquelle il dénonce l'infériorité de la femme par rapport à l'homme. La dernière pièce que Molière jouera sera Le Malade imaginaire. Cette dernière se déroula comme prévu, jusqu'au moment où il se mit à cracher du sang. Cela impressionna le public, qui pensa qu'il s'agissait d'une mise en scène. Mais il se trouve que Molière souffrait d'une tuberculose. Il mourut quelques heures après avoir joué sa dernière comédie. L'Église refusa d'enterrer Molière, à cause du scandale Tartuffe et de papiers administratifs qui n'avaient pas été signés. Ce n'est que quelques jours plus tard,
après que son épouse ait supplié le roi Louis XIV qu'il eût droit à un enterrement. Cependant, celui-ci se déroula pendant la nuit et sans cérémonie. Comme vous pouvez le constater, nous nous trouvons ici devant la peinture représentant les comédies-ballets. Quel est le lien avec Molière? Comment l'expliquer? Jan Battista Lully naît à Florence en 1632. Il débute sa carrière de danseur, puis violoniste et enfin de compositeur de ballet. Toute sa production à cette époque est nettement italianisante, c'est-à-dire qu'il s'inspire de l'art italien. Son art chronologique semble inspiré par la commedia dell'arte. Très vite, il assimile les caractéristiques du style à la française. Il va même y insérer des pièces chantées par lui-même. À l'heure actuelle, que sont devenues les comédies-ballets? À ce jour, cette série d'œuvres représente un phénomène exceptionnel dans l'histoire du théâtre. L'opéra est devenu la suite de celle-ci. Par ailleurs, on y retrouve aussi de nombreux styles vocaux. Tout d'abord, savez-vous ce qu'est une comédie-ballet? Il s'agit d'une comédie qui mêle le théâtre, le chant et la danse. Celles-ci ont été créées à partir des comédies. Toutefois, il existe une différence entre les deux pièces de théâtre. Celle-ci peut être assez flagrante pour la raison suivante. Les comédies sont constituées de gens ordinaires. Les comédies-ballets, elles, sont composées de danseurs, de musiciens, sans oublier les comédiens. Toutes ces personnes composent alors le domaine artistique de la troupe. Mais quelle suite? Par la suite va naître la 7e pièce de Molière qui sera intitulée L'école des femmes. En 1644 commence la collaboration entre Molière et Lully. Celle-ci va donner par la suite le jour à 9 comédies-ballets. Ce nouveau genre, créé par les deux Battistes, présente également de multiples intérêts, d'un point de vue strictement musical. Chers auditeurs, vous vous trouvez ici devant une page de livre concernant l'école des femmes, une célèbre pièce de théâtre réalisée par le grand Molière lui-même. Jouée pour la première fois le 26 décembre 1662, celle-ci attira très vite les grandes foules, pauvres comme riches, et eut un succès quasi immédiat. Vous pouvez apercevoir très précisément sur cette page Arnolphe, un homme aristocratique jouissant du bonheur conjugal, ainsi qu'Agnès, une jeune fille qu'Arnolphe a fait élever à l'écart du monde, dans une maison où seules quelques servantes seraient là pour lui tenir compagnie et s'occuper d'elle. Savez-vous pourquoi il fait cela? Eh bien car au XVIIe siècle, il n'est pas rare et même fréquent qu'un homme se fasse tromper par sa femme. Arnolphe, ayant horreur de cela, prit donc la décision de marier une femme stupide, car selon lui, rien de tel. Et pour ce faire, il fit élever Agnès. Mais un jeune homme, Horace, tomba amoureux de la jeune fille et interrompt les plans du vieil aristocrate. C'est mettons en œuvre le plus de pouvoir quand les femmes ou hommes de Molière cette situation ne lui plaisant pas, il décide d'aborder le sujet sur le temps de la comédie afin de partager son avis au grand public. Vous vous trouvez à présent devant une copie de L'école des femmes, célèbre comédie écrite en 1662 et publiée en 1663. Son auteur est le grand Molière, l'un des plus grands comédiens français. Cette pièce a été écrite en 5 actes et en vers, en alexandrin plus précisément. Vous vous demandez sûrement ce qu'est un alexandrin. C'est tout simplement un vers de 12 pieds. Mais connaissez-vous l'histoire de cette pièce? Je vais vous la raconter. Arnolphe, le personnage principal, prétend qu'une femme doit être idiote pour être sûr qu'elle ne nous trompe pas. Il va élever une jeune fille, Agnès. Pour ce faire, il va la mettre dans une maison avec 2 surveillants aussi idiots qu'elle pour être sûr qu'elle soit éduquée comme il le souhaite. Mais Agnès va rencontrer Horace, un charmant jeune homme, et les plans de Arnolphe vont tomber à l'eau. Mais savez-vous pourquoi Molière a écrit cette pièce? Eh bien tout simplement, Molière décide en 1662 d'écrire celle-ci pour dénoncer la vision des femmes au XVIIe siècle. À cette période, la femme n'est pas prise en compte comme de nos jours. La femme a été prise pour un objet. Leurs mariages sont forcés dès l'âge de 14 ans. Elles sont éduquées à n'être que des mères et épouses modèles. En d'autres termes,
leur éducation sont négligées dans le seul but d'être au service de leur famille. Bien évidemment, lorsqu'ils sont plus riches, l'éducation est plus forte et elles sont plus privilégiées. Au XVIIe siècle, les femmes plus spirituelles et cultivées sont plus dangereuses que les autres. La femme est également soumise à l'homme et est considérée comme inférieure. Drôle façon de voir les femmes, n'est-ce pas? Après avoir écrit L'école des femmes, Molière écrit Tartuffe qui fait scandale. Vous vous trouvez maintenant devant une affiche moderne de cette fameuse pièce de Molière, Le Tartuffe. Sur cette affiche, au milieu, on y voit un religieux manipulant 2 pantins représentant des hommes. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'un Tartuffe? Non, ce n'est pas une sorte de tarte, au contraire. Si au Moyen-Âge on vous traitait de Tartuffe, c'est comme si aujourd'hui on vous traitait d'hypocrite. En effet, le mot Tartuffe est un mot plus correct pour dire hypocrite. Ce mot s'inspire directement de la pièce de Molière. C'est le nom de son personnage principal. La pièce de Molière va être tellement appréciée que le mot Tartuffe va devenir un nom commun. Et vous pouvez vérifier, il est dans le dictionnaire. Dans la pièce Le Tartuffe, Molière met en scène un fourbe et un hypocrite qui se fait passer pour un dévot, un homme entièrement dévoué à Dieu. Durant la première représentation, le clergé n'a pas apprécié le rôle que prenait l'Église dans cette pièce. Si vous avez déjà lu Tartuffe, le clergé n'a pas le meilleur rôle. Au contraire, Molière dénonce l'Église comme étant manipulatrice et malveillante au travers du personnage Tartuffe, le dévot, joué par Molière lui-même. Si le Tartuffe a plu au roi et à sa cour, ce n'est pas le cas de la reine-mère, Anne d'Autriche. Elle a même été choquée, comme ses amis du parti dévot, un parti très puissant et affluent, dont les membres imposent au nom de Dieu et de la religion une morale stricte et sévère, et non pas Dieu est amour et bonté. Le scandale de Tartuffe va durer 5 ans. Tout d'abord, en 1664, le parti dévot va obliger Molière à stopper les représentations publiques de la première version de Tartuffe. Molière ne renonce pas. Il la joue même en privé, notamment chez le frère du roi. En août 1665, le roi soutient enfin Molière et nomme sa troupe comme étant celle du roi. En 1666, la mort d'Anne d'Autriche et du prince Conti affaiblit le parti dévot et les ennemis de Molière. Pourtant, en 1667, il présente L'Imposteur, sa nouvelle version de Tartuffe qui sera interdite dès le lendemain. Enfin, en février 1669, les représentations publiques de Tartuffe recommencent. Ce sera la 3e version qui sera cette fois acceptée et qui aura un immense succès encore aujourd'hui.